Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont freinent des montagnes russes. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Le sujet d'aujourd'hui paraît somme toute très simple, mais en fait il regorge de particularités intéressantes. Il existe bon nombre de freins sur les roller coasters et d'ailleurs la liste que je vais vous en faire n'est pas forcément exhaustive. Au départ, le freinage dans les roller coasters c'était, un peu artisanal, bien que fonctionnel et efficace. Il s'agissait de mettre un opérateur à l'arrière d'un wagon, généralement debout, de lui donner un morceau de bois à actionner et de prier pour que ça passe. Bon, je force le trait évidemment, surtout que c'est encore d'actualité sur une poignée de coasters et que c'est un métier ultra respectable. Il se nomme brakeman ou freineur et son rôle n'est pas simplement d'arrêter le train une fois le parcours terminé, mais bien de réguler la vitesse du coaster tout le long du layout. Car à l'époque, les calculs en termes de vitesse, de force sur les coasters n'étaient évidemment pas les mêmes et le but c'était simplement de faire passer coûte que coûte le train sur la bosse. De toute manière, on avait quelqu'un pour réguler la vitesse, donc il fallait mieux avoir un coaster qui va trop vite qu'on freine plutôt qu'un coaster qui va pas assez vite et qui repart en arrière. Ce qui fait que même durant certaines montées, certaines ascensions, il faut ralentir le coaster pour éviter qu'il aille trop vite et que elle arrive au sommet de la bosse avec trop de vitesse. Les freins fonctionnent donc à l'aide d'un levier et quand on tire ce dernier, il y a des patins sur le côté du train qui sortent et qui viennent frotter le bord du rail. Ce frottement va donc faire perdre de la vitesse au train. Le freineur ou même la freineuse peut donc agir sur l'expérience du visiteur. Si bien que de manière générale, le trajet sera plus ou moins le même et aura à peu près les mêmes sensations. Mais si vous tombez sur un freineur ou une freineuse un peu joueur et qu'il ou elle reconnaît que vous êtes quelqu'un de passionné, il peut potentiellement vous faire vivre quelques tours dantesques. J'entends par là qu'il peut donc volontairement faire en sorte que le coaster soit un peu plus tonique, procure plus de sensations, et ça c'est quand même vachement sympa. Ce métier, vous en doutez, se perd au fur et à mesure que les coasters évoluent et que donc ceux qui ont cette technologie-là ferment. Celles qui restent sont des reliques, des pièces de musée quasiment, et il faut absolument les conserver. En Europe, pour tester ce genre d'attraction, vous pouvez vous rendre par exemple au Danemark au parc Tivoli Garden, ou encore en Finlande au parc Linnanmäki. L'avantage de ce type de frein, c'est que l'expérience va être différente d'un trajet à l'autre, et que du coup, le freineur ou la freineuse peut mettre sa patte dans l'expérience et dans le parcours. Le gros désavantage, ça va être au niveau de la sécurité. Évidemment, vous avez un être humain qui freine l'attraction. Qui dit être humain qui freine l'attraction dit que si cette personne s'évanouit ou a le moindre problème, elle ne peut plus freiner. Donc ça c'est quand même vachement problématique. Je pense qu'aujourd'hui il y a des technologies pour éviter ça. Je pense qu'il y a des systèmes de sécurité de dernier recours. Mais en tout cas sur le principe de base, c'est quand même relou. Dans le même délire, on a le frein actionné manuellement, mais en gare ou sur une zone de freinage un petit peu avant. Là, vous avez donc un opérateur sur le côté de la voie qui va actionner à l'aide d'un levier, d'un bouton ou tout autre système. Et un frein, c'est aussi simple que ça et c'est encore présent sur de vieilles machines, mais ça devient vraiment rare. L'avantage de ce type de freinage, il n'y en a pas vraiment, mis à part que oui, ça freine, mais c'est tout. Les désavantages, par contre, il y en a. Au niveau sécurité, c'est largement discutable. Ça monopolise un opérateur, mais qui ne va pas agir sur l'expérience, simplement sur l'arrêt ou non du véhicule. Il existe un type de train assez surprenant et méconnu qui s'appelle frein à chaîne. Comme son nom l'indique, on a une chaîne sur le rail similaire à celles qui servent à monter les trains au sommet d'un lift, mais qui est là sur une surface quasiment plane de quelques mètres de longueur et qui tourne à faible vitesse. Le train va arriver à la fin du parcours, s'accrocher à la chaîne, ce qui va l'entraîner et la faire tourner plus vite. Ce qui entraîne le moteur à son tour et c'est ce moteur qui va faire freiner le train. Enfin, il y a un système de réduction, etc. mais grossièrement, c'est le moteur qui freine le train. C'est généralement très rare comme dispositif et c'est d'ailleurs plus produit de nos jours. Les avantages, c'est que ça freine tout le temps, que c'est un freinage fort au moment de l'impact mais progressif une fois qu'on a atteint la chaîne, mais également que la chaîne peut s'arrêter si on arrête le moteur et donc que ça peut arrêter complètement un véhicule. Les désavantages, c'est que le moteur ainsi que la chaîne prennent une charge monstrueuse au moment où le train arrive dedans, donc forcément c'est des contraintes très élevées au niveau technique, que la technologie elle met en œuvre pas mal de systèmes un peu complexes, un moteur, une chaîne, des réducteurs, etc. Mais aussi qu'il ne faut pas que la chaîne elle casse elle, parce que si elle casse, il n'y a plus de freinage. Alors, je vous rassure tout de même, on retrouve ce type de freinage sur Apollo Steam Rocket à King Holland, mais cette chaîne est suivie de deux autres freins, qui sont des freins plus classiques, dont on va parler un peu plus tard, et qui, eux, arrêteront le train quoi qu'il arrive. Donc c'est pour vous rassurer, niveau sécurité ça a été triplé, histoire d'être tranquille. Ça s'appelle la redondance des sécurités et pour la petite histoire, c'est d'ailleurs dans ce parc que j'ai découvert cette technologie de freinage et j'ai trouvé ça génial. Je trouvais que c'était quand même dingue quand on arrivait dessus de se faire arrêter, en tout cas ralentir très fortement par ce système un peu bizarre.
Alors, je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais une montagne russe peut combiner plusieurs technologies de freinage différentes afin de s'adapter aux besoins de l'attraction, mais également à la localisation sur le parcours. Afin de l'optimiser au mieux, car aujourd'hui, on dispose de la crème en matière de technologie de freinage. Commençons par les roues de friction qui, comme leur nom l'indique, sont des roues qui de base servent à entraîner le train pour par exemple le faire entrer ou sortir d'une gare. Elles se trouvent le plus clair du temps au niveau du rail et rentrent en contact avec le train de deux manières différentes. Soit en étant à la verticale et en agrippant le train par le dessous sur une surface plane, soit à l'horizontale cette fois, mais qui viennent coincer une lame qui elle se trouve sous le train. Le but premier évidemment c'est de faire avancer ou reculer le véhicule, mais aujourd'hui on l'utilise de plus en plus pour le stopper totalement. En effet, quand le train rentre à faible vitesse dans la gare, les roues de friction vont le récupérer et au fur et à mesure elles vont réduire la vitesse jusqu'à s'arrêter complètement, et donc le véhicule lui va également perdre en vitesse et s'arrêter, et donc ça va le stopper net, ce qui fait office de frein. Ça semble un peu étonnant, mais c'est utilisé de plus en plus. Les avantages, c'est que le freinage est plutôt doux et que les roues de friction en général sont déjà présentes dans la gare, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rajouter un autre dispositif. On a déjà donc ces roues-là qui peuvent faire office de frein. Évidemment, petite précision, mais parfois il faut des moteurs un peu spéciaux ou même des systèmes qui vont bloquer les roues afin que le train ne bouge pas. Les inconvénients, c'est qu'il y a une usure supplémentaire au niveau des roues, donc il faudra les remplacer peut-être un peu plus souvent, mais ça reste un petit peu négligeable pour un parc. Il y a aussi le fait que le train doit impérativement arriver à faible vitesse afin qu'il soit freiné par les roues. Donc il faudra un autre système de frein afin de ralentir le train avant l'arrivée en gare. Également, en cas de pluie, ça peut poser problème parce que ça va un petit peu déraper, causer des pannes dans la mesure où si le train arrive, que tout est trempé et qu'il glisse un petit peu au niveau des roues de friction, le capteur va dire ah bah non, le train est allé trop loin et ça va fermer le coaster. C'est un petit peu relou, donc ça peut forcément engendrer quelques pannes supplémentaires. Ce qui est d'autant plus vrai si le nombre de roues de friction n'est pas suffisant. Il faudra d'ailleurs dimensionner le nombre de roues en fonction du poids et de la longueur du train afin de le freiner au mieux et donc de l'arrêter le plus vite possible dans la gare et de la manière la plus douce possible. Parlons à présent des freins les plus répandus sur les roller coasters, les freins à friction. C'est le système le plus simple qui existe et qui fonctionne grâce à la friction, comme son nom l'indique, de deux éléments. Aujourd'hui, ça prend la forme d'une lame qui se trouve sur le train, sur le côté ou en dessous de celui-ci, et qui va passer dans une mâchoire. Cette mâchoire va comprimer la lame et cette compression mêlée à la friction justement va créer un ralentissement du véhicule, voire un arrêt total si on souhaite l'arrêter. C'est exactement le même principe que des freins à disque sur une voiture. La voiture représentant le rail avec la mâchoire de frein et la roue représentant le train avec le disque qui lui fait office de lame. Et croyez-moi, pour avoir pété en moins d'un an sur ma voiture deux mâchoires de frein, je sais comment ça fonctionne. Bref, ça peut aussi prendre la forme d'un patin qui se trouve sur le rail et qui va se lever pour frotter une surface plane sous le train. Les avantages, c'est que ça marche vachement bien, que ça freine fort et qu'on peut même doser le freinage, que c'est robuste et surtout hyper sécure. Car aujourd'hui, on fait des freins à friction avec de puissants ressorts à l'intérieur qui auront pour but de le laisser fermer constamment. Et lorsque le train arrive, le frein va plus ou moins s'ouvrir en fonction du besoin, s'il faut simplement ralentir le véhicule ou totalement l'arrêter. Ça s'appelle une sécurité positive. Ça permet, en cas de coupure de courant ou de fuite dans le système à air comprimé, que le train soit arrêté quoi qu'il arrive. De quoi, je l'espère, vous rassurer un petit peu quant à la sécurité sur les montagnes russes. Petite précision également, il faut savoir qu'il y a des types de freins plus classiques où il n'y a pas ce ressort, donc il n'y a pas cette sécurité positive. Et en général, d'ailleurs, ça fonctionne de pair. Sur une même zone de frein, on va avoir en entrée des freins plus classiques et à la fin, il y a les freins de sécurité qui, eux, quoi qu'il arrive, arrêteront le train. Les désavantages, c'est que ça chauffe à cause de la friction, que techniquement parlant, c'est un petit peu compliqué. Et déjà, il y a l'ouverture et la fermeture de ces mâchoires, mais également tout un système d'air comprimé, donc avec un compresseur, un système de stockage d'air comprimé. Bref, c'est assez lourd. Et également que la garniture sur les mâchoires de frein doit être changée régulièrement, c'est du consommable, à savoir que c'est comme pour votre voiture, de temps en temps il faut changer donc les plaquettes de frein, là c'est pareil. Oui, je fais des comparaisons avec le monde automobile dans le simple et unique but de voler les abonnés de Villebrequin. Le dernier système de frein qu'on va voir, c'est vraiment le plus abouti, le meilleur qui existe, bref, la quintessence en matière de frein. Alors oui, je suis fasciné devant un frein, il faut pas me poser de questions ni me juger. Quoi qu'il en soit, il s'agit des freins magnétiques. Ils fonctionnent selon le principe suivant, vous avez deux aimants permanents très puissants qui se font face avec un pôle plus et un pôle moins et qui sont généralement posés soit sur le rail, soit sur le côté du rail. Dans l'idée de recevoir dans cet écartement une lame en cuivre ou en aluminium qui sera elle reliée au train
et qui va donc le freiner. Sans aucun contact, ça veut dire que la lame passe et ne touche aucun aimant, et ce simple passage dans ce système va freiner des trains lancés à pleine vitesse et des trains de plusieurs tonnes. Le tout dans ce que j'appellerais une douceur absolue, même s'il est vrai qu'au moment où on arrive dans les freins, si on a beaucoup de vitesse avec un train très lourd, ça va freiner très fort, mais ça va être ultra progressif et ça va être vraiment efficace. Ce qui se rapproche un petit peu de la sensation du frein à chaîne, mais évidemment avec des puissances bien plus grandes, donc des trains qui vont bien plus vite et surtout un système beaucoup plus simple. Car lorsque la lame va traverser les aimants, ça va produire un courant, le courant de Foucault, qui va induire une force et cette force va freiner le train. Mais du coup, plus le train ira vite, plus le freinage sera puissant et efficace. Et à l'inverse, plus le train va ralentir, plus il sera libre dans le frein. Ce qui produit cette sensation de freinage si agréable. Il ne reste plus qu'à dimensionner le ou les freins en fonction du train, de sa longueur, du poids, etc. Si besoin, on peut même jouer sur la position des aimants afin de libérer le train plus rapidement une fois qu'il a été fortement ralenti. J'entends par là qu'on va par exemple mettre les pôles face à face afin donc de libérer le train. On peut tout simplement enlever le frein de la lame et donc à ce moment-là, le train est libéré également, ou tout simplement éloigner le plus possible l'aimant de la lame afin encore une fois d'éviter de le ralentir. Tous ces systèmes fonctionnent avec des vérins, avec des ressorts, sécurité positive, etc., comme on a parlé plus tôt. Ça permet de blinder de frein une même zone pour ralentir le train sur une très courte distance et ensuite le libérer une fois qu'il a atteint la vitesse qu'on voulait. Les avantages sont multiples, il n'y a quasiment pas d'entretien car pas de friction, ça freine fort, ça s'adapte à la vitesse du train, donc au changement entre le matin ou le soir, car un train va aller plus vite en général le soir quand il aura tourné toute la journée. Ça va également s'adapter aux différentes périodes de l'année, l'hiver ou l'été, car l'hiver le train va être en général un peu plus lent et l'été plus rapide, également à cause de la température ambiante. Et même, on a un avantage aussi, c'est qu'il peut pleuvoir ou venter ou autre, et ça freinera quoi qu'il arrive. De plus, étant donné que ce sont des aimants permanents qui n'ont besoin d'aucune alimentation, d'aucun système pour les déclencher ou autre, ça freinera quoi qu'il arrive, qu'il y ait une panne de courant ou autre problème sur le coaster. Au passage, c'est le principe de nombreuses tours de chute, notamment les tours de chute Intamin, qui possèdent donc tout un système de freinage magnétique qui n'est pas alimenté et qui encore une fois freinera la nacelle quoi qu'il arrive. Dans les désavantages, on retrouve un échauffement de la lame car ça chauffe même s'il n'y a pas de friction. Puis surtout, un frein magnétique ne pourra jamais arrêter complètement un train, mais simplement le ralentir. Car lorsque le train atteint une vitesse trop faible, il ne génère plus suffisamment de force à travers les aimants et donc n'est plus ralenti. C'est à ce moment-là qu'on retrouve les combinaisons de freins sur un seul et même parcours. Une dernière chose, le tout premier roller coaster à avoir arboré des freins magnétiques, c'est Millennium Force aux États-Unis et c'est un coaster du constructeur Intamin. On se rend compte au passage que Intamin avait vu juste étant donné l'abondance aujourd'hui de l'utilisation des freins magnétiques sur les coasters. On retrouve des cas particuliers, à commencer par les Powerhead Coasters qui sont des montagnes russes autopropulsées, donc on a un moteur qui est alimenté par un rail électrique et qui va donc tout le long du parcours propulser l'attraction. Cette particularité, c'est qu'au niveau du freinage, on n'a pas de mâchoire ou autre chose comme ça, de manière générale. On a donc simplement le moteur présent dans le train qui va ralentir petit à petit et donc, in fine, arrêter le train. C'est pour ça que 15 plombes avant la gare sur un Powerhead Coaster, on perd énormément de vitesse et on trouve ça lent et presque un peu ennuyant, mais c'est normal, c'est la technologie qui veut ça. L'autre cas particulier, ce sont les zones de propulsion magnétique, car oui, sur certaines montagnes russes, on retrouve des zones de launch, qui ont pour but de balancer le train à pleine vitesse le long d'un rail et ça remplace grossièrement le lift avec la chute. D'ailleurs, pour en savoir davantage sur le sujet, je vous renvoie vers une vidéo en fiche ou en description. Mais en gros, il existe deux systèmes de propulsion magnétique, le LSM et le LIM. Ces deux systèmes fonctionnent sur le papier de la même manière, ce sont des propulsions magnétiques, mais dans les faits, la technique est différente, si bien que pour les LSM, lorsqu'ils ne sont plus alimentés en électricité et donc qu'ils ne propulsent plus le train, ils vont agir comme un frein magnétique classique. C'est pourquoi on peut observer des attractions comme Blue Fire à Europa Park ou The Ride to Happiness à Plopsaland de Panne, qui sur leur zone de propulsion ne possèdent pas de frein magnétique ou encore de frein à friction, mais sont tout de même freinés lorsque les trains repartent en arrière. Et petite parenthèse, mais un train qui repart en arrière sur une zone de propulsion alors que de base il est censé la franchir, c'est tout à fait normal, c'est contrôlé, totalement sécure, et pour en savoir plus, même tarif, vidéo en fiche et en description. Vous avez donc des aimants qui servent à la propulsion, mais qui se trouvent eux sous les trains. Et dans la bobine qui elle se trouve sur le rail, vous avez une lame
qui va donc ralentir le train. On peut en plus ajouter des lames qui vont faire office de frein le long de la zone de propulsion pour augmenter le pouvoir de freinage de la traction. Ce qui fait que le système présent sous le train, qui est un système avec des aimants, va servir à la fois pour propulser le train et pour le freiner, ce qui est quand même vachement pratique. Lames qui peuvent monter ou descendre afin de freiner ou non le train, et d'ailleurs on a toujours ces petites sécurités de ressort en cas de coupure d'électricité, etc. C'est présent sur tout Atis, c'est la nouveauté 2023 du parc Astérix, qui, sur sa superbe zone de propulsion un peu vallonnée, a donc d'un côté des bobines et d'un autre côté des lames de frein qui peuvent se rétracter. Une dernière chose, ce pouvoir de freinage un peu naturel n'est pas présent sur les bobines de propulsion magnétique LIM, ce qui fait que pour freiner le train, il faudra impérativement envoyer l'énergie dans les bobines, ce qui fait que ça ne marche pas en cas de coupure de courant. L'utilisation des freins comporte elle aussi ses particularités, car on l'a vu un petit peu précédemment, mais il faut adapter les freins en fonction du besoin, donc ça va dépendre du train, ça va dépendre de l'attraction, de l'endroit où on se trouve sur l'attraction. Au niveau de l'utilisation, on connaît très bien les freins finaux, c'est-à-dire les freins qui viennent en général avant la gare et qui ont pour but de ralentir très fortement le train et de le faire attendre que la gare soit libre pour avancer. Là-dessus, on retrouve donc principalement des freins à friction ou magnétiques, et quand c'est magnétique, vous l'avez compris, c'est suivi par des roues de friction ou des freins à friction. On trouve aussi en général à la fin de ces zones un frein de sécurité qui est constamment fermé. Il a pour but en fait d'être là en dernier recours. Si le train n'est pas freiné ou n'est pas ralenti par les freins qui sont juste avant, il va venir s'écraser dedans et s'arrêter net. Alors en fait, il faut comprendre qu'il va avoir un fonctionnement tout simple. C'est tant que le train n'est pas complètement arrêté ou alors ralenti, et le frein s'ouvre pas. Par contre, priez pour ne jamais vous le manger parce que ça pardonne pas. C'est un frein ultra violent et qui a pour but de tout simplement stopper le train. Donc c'est pas doux, pas progressif, c'est juste un mur. Ce genre de frein est présent, comme je vous l'ai dit, en fin de parcours avant la gare, mais également avant une zone bloc. Par zone bloc, j'entends une zone qui ne peut comporter qu'un train. Elle est définie d'un point A à un point B sur un parcours. En général, on a donc une zone de freinage avant et une zone de freinage après. Et le but, en fait, c'est d'avoir un seul train sur cette zone. Pourquoi ? Parce que si le train s'arrête, repart en arrière ou a un problème, faut pas qu'il y en ait un autre derrière qui arrive et qui lui rentre dedans. Donc pour éviter ça, on a cette zone de frein qui va l'arrêter avant de l'envoyer dans la zone. Le but c'est quoi? C'est que dans cette zone de frein, on ait donc un frein de secours. Si imaginons donc la zone n'est pas libre et il y a un train qui arrive et qu'à ce moment-là, il y a un système d'air comprimé qui pète et donc le frein ne marche plus, on a ce frein final, ce frein de sécurité dans lequel le coaster va venir s'écraser. Et au moins, il ne rentrera pas dans la zone qui vient juste après. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on recherche et c'est ultra sécure, d'où la présence de ces freins hyper importants. D'ailleurs, pour en connaître davantage sur les zones blocs, j'ai fait une vidéo complète qui se nomme Pourquoi deux trains ne se rendent pas dedans et qui est disponible en fiche. Revenons-en à notre zone de frein finale. S'il n'y a pas de train dans la gare, donc juste devant, le coaster va pouvoir être libéré, donc les freins vont s'ouvrir et il va rejoindre la gare de plusieurs manières, soit par la gravité, donc avec simplement un rail qui va être légèrement incliné, soit grâce à des roues de friction qui l'auront potentiellement servi à freiner plus tôt mais qui vont là l'acheminer jusqu'à la gare. Dans la gare, on retrouve tout type de freins à friction, à chaîne, à roue de friction, magnétique, etc., etc. Mais il faut savoir que généralement, le train ne circule pas vite à cet endroit. Je dis généralement, car si on prend l'exemple d'Orochi au parc du Bocas, qui ne comporte qu'un seul train, qui dit qu'un seul train dit qu'une seule zone bloque, et donc pas besoin de zone de freinage avant ou quoi. La zone de freinage, ça va être la gare en fait. Le train va arriver pleine balle dans les freins magnétiques, et ensuite va être récupéré par les roues de friction qui vont l'amener pile à l'endroit où il doit être, et donc à ce moment-là, il pourra accueillir des visiteurs, repartir et refaire son tour. Il existe également des doubles gares avec un système de déchargement et un système de chargement des passagers. Mais ce serait fâcheux que le train qui décharge, par exemple, se mette à avancer et percute le train qui charge. Ce serait dangereux. Et donc pour éviter ça, on a les roues de friction qui vont amener les trains dans les différentes zones de la gare, qui vont stopper complètement le train. Et une fois que ce dernier est stoppé, on a là un frein à friction qui va simplement venir serrer la lame. C'est un petit peu comme un frein à main sur une voiture. C'est pareil, ça sert à parquer la voiture, mais vous freinez pas avec. À moins que vous soyez complètement teubé, vous freinez pas avec. Ou vous souhaitez faire des drifts, mais ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, on a justement ce principe-là sur Abyssus, et ça permet d'éviter que le train avance et qu'il y ait un problème. Et au moment du redémarrage, le frein s'ouvre et ensuite les roues de friction le font avancer. Donc autant dire que là le frein, la garniture, vous la changez jamais parce qu'il y a quasiment pas de friction, il vient juste bloquer le train et le déloquer. On a aussi les freins de mi-parcours qui rentrent complètement dans le principe des zones blocs et qui vont soit ralentir le train s'il va trop vite, soit totalement l'arrêter si la zone devant n'est pas libre. On a l'exemple de la trace du rat au parc Astérix qui comporte beaucoup de freins de mi-parcours qui vont avoir plusieurs effets sur le train. Le premier, ça va être de l'arrêter complètement si la zone suivante n'est pas libre. La seconde, ça va être de le ralentir si le train va trop vite parce que il fait chaud, il est chargé et il a tourné toute la journée, donc il a pris un peu de vitesse, on préfère le ralentir.
ralentir. L'autre possibilité, c'est à l'inverse de l'accélérer. S'il fait froid, que c'est le matin, que le train arrive avec trop peu de vitesse dans la zone de frein, les roues de friction vont lui lancer un petit boost, vont lui mettre un petit coup de punch pour le faire repartir et être sûr qu'il atteigne l'autre zone de frein. Et la quatrième possibilité, qui est la meilleure, c'est qu'en fait la zone de frein ne fait absolument rien, qui fait qu'elle laisse le train passer sans agir sur sa vitesse, et donc on a l'impression que la zone de frein n'existe pas. Quand je dis que c'est la meilleure, c'est parce que c'est la plus agréable. En fait, on n'a pas envie d'être freiné sur une zone de frein parce qu'on a envie de conserver notre vitesse, et si on est accéléré par la zone de frein, c'est qu'on va de base pas assez vite, donc au final on gagne de la vitesse mais pas tant que ça. Donc quand il ne se passe rien sur la trace du rat, c'est le meilleur scénario possible. Ça m'est arrivé que très peu de fois, mais c'est vraiment un petit régal, et dans ces moments-là, je l'adore ce coaster, même s'il vibre, parce qu'il gagne encore plus en intérêt et en sensation. Mais bref, c'est une machine quand même très intéressante, et techniquement, je la trouve quand même vachement folle. On a ça également sur Blue Fire à Europa Park, qui est une machine que je trouve vachement bien représentative pour comprendre un petit peu le fonctionnement des coasters. On a donc cette zone de frein hyper visible, assez haute en plus, où quand le train la traverse, en fait, ça veut dire qu'un autre peut être propulsé sur la zone de launch ensuite. Ce qui fait qu'on a deux trains sur le même parcours, enfin potentiellement, et quand ça tourne bien, ce qui fait que plus on a de zones blocs, plus on peut avoir de trains sur un même parcours, et donc augmenter le rendement. Le rendement, c'est quoi? C'est la capacité horaire, donc le nombre de personnes par heure. Si on augmente cette donnée-là, on diminue le temps d'attente. Donc plus un coaster aura de zones blocs, moins on attendra, en tout cas sur le papier. Enfin, on retrouve sur les montagnes russes ce qu'on appelle les trim breaks. Ils ne peuvent en aucun cas arrêter un train, simplement réduire sa vitesse de quelques km/h. Les constructeurs les utilisent pour éviter qu'un coaster ne soit trop intense. Non pas pour coller un public plus familial, mais pour préserver la machine et également les visiteurs, parce que sur certaines machines, si on met pas ces trim breaks, eh ben, le coaster ne peut tout simplement pas ouvrir parce qu'il est trop intense, produit et procure trop de jet aux visiteurs, et donc est presque dangereux. Bon, après, on est quand même sur des limites assez basses, mais pourrait être potentiellement très désagréable pour le visiteur. Petite parenthèse, mais il y a aussi des parcs qui mettent des trims là où il n'y en aurait pas forcément besoin. Ça réduit juste un peu la sensation sur le coaster, et ça a pour but surtout de préserver la machine, non pas pour éviter un accident, simplement pour éviter de dépenser trop d'argent dans les consommables tels que les roues ou alors les garnitures de frein, et donc on préfère mettre des trims, ça évite trop grosses dépenses. Moi, je cautionne pas trop ce principe-là, quitte à avoir un coaster, autant l'exploiter au maximum. Ces trim breaks, aujourd'hui, ils prennent principalement la forme d'un frein magnétique fixé sur le rail. Toutatis, au parc Astérix, en est un très bon exemple, car il en possède pas mal au sommet de son top hat. L'avantage, c'est qu'on peut en ajouter ou en supprimer, mais c'est toujours quand même à peu près au même endroit, parce que l'emplacement est prédéfini. Le tout pour coller avec les différentes périodes de l'année. En hiver, on va préférer enlever des trims afin de laisser une forte vitesse au coaster et être sûr qu'il finisse le parcours. Et l'été, à l'inverse, pour éviter qu'il soit trop rapide et donc trop intense, on va en rajouter quelques-uns au niveau du parcours. Alors ça, c'est vrai surtout pour des attractions comme EGF, Expédition GeForce à Holiday Park, où l'emplacement des trims est à peu près accessible. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Toutatis, les trims sont à peu près à 45 mètres de haut, un truc comme ça, ce qui est quand même un peu relou à changer. On a aussi des trims qui vont s'activer ou non selon la vitesse du train. On a ça sur Taron à Phantasialand avant le dernier virage. Il fonctionne comme Conda Toutatis avec un système de frein magnétique avec la lame sur le rail, et donc plus le train ira vite, plus il y aura de lames levées. Petite parenthèse, mais fin 2021, on a eu l'occasion de tester Taron dans des conditions vachement agréables, donc le coaster était ultra tonique, et je sais pas pourquoi, mais au niveau de ses freins à la fin là, eh ben, ils étaient quasiment pas levés. On sait pas pourquoi, parce que pourtant on allait quand même vachement vite, on avait de fortes sensations sur le coaster, mais à la fin, ils étaient pas levés. Ce qui fait qu'on a eu un soulèvement, un airtime monstrueux sur ces deux bosses à la fin. C'était absolument inouï, et ça m'a fait ça qu'une seule fois. Je sais pas pourquoi, en tout cas c'était génial. Petite parenthèse, mais sachez que ça joue vraiment. De même, certains ont un petit peu gueulé sur Toutatis, au niveau du top hat, il y a des freins magnétiques, ça va ralentir la chute, etc. Alors oui, ça va ralentir la chute. Je vous parlerai de ça le jour où on testera l'attraction, comme ça je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant ou non, et d'ailleurs on pourra voir si ça se sent vraiment ce freinage. Mais sachez tout de même que sur The Ride to Happiness, qui est quand même un coaster valorisé par énormément de monde, il y a au niveau de sa chute des lames de frein magnétiques, quasiment personne ne les remarque, pourtant elles sont bien là. Je pense quand même que sur Toutatis elles sont plus puissantes et on en sentira un petit peu mieux. Pour finir, toujours dans les trim breaks, on a les freins à friction qui s'activent seulement quand le train va trop vite. On a ça sur Osiris au parc Astérix, juste après le looping. On a ce petit frein qui va de temps en temps s'activer quand le coaster est très chaud, mais c'est infime, quand on est dedans on le sent quasiment pas. Simplement quand on est dans la zone on peut entendre qu'il s'active, et donc on sait que le coaster va vite et que le tour qu'on va faire dedans sera potentiellement très intéressant. On a ratissé large sur les freins, j'ai pas pu parler de tous les systèmes existants, mais j'espère avoir fait les plus importants. En tout cas, si vous en avez en tête ou s'il y a des choses qui vous semblent pertinentes que j'ai pas dit, mettez-le en commentaire, c'est là pour ça, on y répondra, et c'est toujours très intéressant de débattre là-dessus. Et aussi, j'espère que ça n'a pas fait trop mal au crâne, c'était pas mal technique, et j'espère que c'était pas trop brouillon non plus. Bref, j'ai essayé de faire au mieux, vraiment, ça a pris beaucoup de temps à écrire, et j'adore ces vidéos techniques, c'est un régal d'en parler, et c'est un régal de les tourner, de les écrire, bref.
je m'amuse. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur les DB World, sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!